c'est aux femmes qu'il s'intéresse, pas aux petites filles. Oh là là, la responsabilité est mise sur une enfant. On ne parle pas du tout de consentement, de pédocriminalité. Vous vous souvenez de ça? Si vous êtes une femme et que vous êtes née dans les années 90, vous avez peut-être lu ou même possédé un exemplaire de ce qu'était la Bible de la préadolescence à l'époque, le Dico des filles, édité chez Fleurus. Moi-même, je me souviens de la lecture assidue que j'avais faite de mon propre exemplaire quand j'avais 11 ans, et puis j'ai grandi. Près de 20 ans plus tard, j'ai fait un petit bond dans le passé en scrollant sur TikTok. J'ai grandi avec ça, moi, et je vais vous lire quelques passages de la page avortement. Si la loi permet cet acte, elle ne le rend pas pour autant juste ou moral. L'homosexualité. Pas de panique, les psychologues disent qu'il faut atteindre le début de l'âge adulte, autour de 21 ans, pour être vraiment fixé sur sa sexualité, et encore, rien n'est vraiment figé. Les tatouages. Le fait de taguer votre corps. N'est-ce pas une manière de le traiter comme un simple objet au service de vos caprices, au risque d'inciter les autres à le considérer de la même façon? C'était pas du tout le souvenir que j'en avais. Donc moi c'est Julia Sémandi, je suis comédienne à Paris et je fais également de la formation sur les stéréotypes de genre. Julia était en train de préparer une pièce sur les stéréotypes de genre, elle devait donc se documenter. Et je me suis souvenue du Dico des filles, juste ici, que j'avais quand j'étais plus jeune et qui me semblait craigner un peu. Donc je l'ai récupéré chez mes parents, je l'ai feuilleté et j'ai vu qu'effectivement c'était assez problématique sur tout un tas de sujets. Du coup, moi aussi je l'ai relu et je suis allée demander quelques explications. Déjà le fait que ça cultive et renforce les stéréotypes de genre. On a tout un tas de rubriques sur le shopping, la cuisine, plaire aux garçons, toujours. Il y a des propos très choquants aussi sur l'avortement, avec une culpabilisation constante, mais de toute façon par rapport au corps, par rapport aux décisions que peuvent prendre les filles. Mais il y a aussi des pages sur le racisme, l'égalité, le sexisme. Sur les stéréotypes de manière plus large, filles, garçons, vivent la différence et le respect. On peut facilement remarquer que les filles s'expriment davantage que les garçons sur ce qu'elles sont et ce qu'elles vivent. Elles parlent entre elles de leurs sentiments, alors que les garçons partagent plutôt projets et actions. Elles sont capables de faire plusieurs choses à la fois, le multitâche, alors que les garçons, dit-on, préfèrent se consacrer à une seule tâche. Ce qui est problématique pour moi, là, c'est qu'on dit juste ça sans déconstruire quoi que ce soit. Le dico introduit plein d'idées, mais c'est un peu posé comme des vérités biologiques et immuables. Parler de ces inégalités, comme je disais, sur les filles et les garçons, c'est important de le faire parce qu'il y a des inégalités. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le care, il y a beaucoup plus d'hommes dans les métiers d'ingénierie, plus techniques, physiques aussi. Mais c'est important de dire que c'est pas par choix, que c'est pas biologique, mais qu'il s'agit d'une reproduction sociale, d'un système patriarcal, et que les filles sont en fait victimes de ce système. Les garçons ont le droit de pleurer, d'être plus sensibles, de communiquer, et que pour ça, il faut aussi les sensibiliser. Des propos moralisateurs qui restent très ancrés dans le patriarcat, même pour leur année de publication. Bon, et il sort d'où ce dico ? Il est imaginé à partir de 2002 par Fleurus. Depuis sa création en 1946, cette maison d'édition a toujours été d'obédience catholique. Aujourd'hui, l'entreprise est la propriété de Média Participation, qui est un groupe d'édition franco-belge créé en 1986 par l'ancien ministre Rémy Montagne. Invalide de guerre puis résistant, Rémy Montagne est un fervent catholique qui a créé, dirigé puis regroupé plusieurs associations chrétiennes. En 1958, il est élu à l'Assemblée nationale et il va se faire remarquer notamment lors des débats sur la loi Veil, pendant lesquels il va comparer un État qui légalise l'avortement à un État totalitaire semblable au Troisième Reich sous le régime nazi. Média Participation, qui est donc l'entreprise qui détient Fleurus et qui est aujourd'hui le 3e groupe d'édition en France, est dirigé depuis 1991 par le fils de Rémy Montagne, Vincent Montagne. Ce chef d'entreprise est aussi président de 2 médias catholiques, la chaîne KTO et le site d'information Aletheia. Et côté politique, il fut un soutien de François Fillon lors de sa campagne pour la présidentielle en 2017. Après, le profil du dirigeant d'un groupe n'influence pas forcément les publications d'une de ses filiales. Pour autant, la religion est très présente dans le dico des filles.
Dans cette édition, celle de 2011, on a plusieurs entrées qui en parlent directement et l'avis des institutions religieuses est ajouté sur plusieurs sujets. Et à moins de connaître les liens entre les éditions Fleurus et la religion catholique, eh bien rien ne l'indique sur l'ouvrage lui-même. En 2012, le site des éditions Fleurus indiquait 800 000 exemplaires du Dico des filles vendus en 10 ans de publication. Et toutes ces vidéos qu'on trouve notamment sur TikTok sont loin d'être les premières critiques qui sont adressées au Dico des filles. Dans ces dernières années d'existence, le Dico a un peu évolué. La page sur l'IVG, par exemple, a disparu et la doctrine religieuse y est un peu moins présente. Bon, les poils, par contre, il est toujours question d'absolument s'en débarrasser. La dernière édition du Dico date de 2018 et puis la collection s'est arrêtée. Et non, le Dico n'était pas le seul guide destiné aux jeunes filles et le genre n'a pas disparu avec lui. Et du coup, aujourd'hui, ça ressemble à quoi la littérature jeunesse féminine ? Il existe de très nombreux titres qui parlent de puberté, mais le leader du marché aujourd'hui, c'est lui. Il est édité par Milan depuis 2005. La démarche très spécifique de cet ouvrage documentaire adressé aux filles, c'est d'aller chercher le questionnement des filles et de chercher à y répondre. Vive les filles se base sur une autre publication de Milan, le magazine Julie et sa tradition du courrier des lectrices, enrichi aujourd'hui d'un genre de forum intitulé « Le service des urgences ». Arrivent donc des questions auxquelles répondent des experts comme des psychologues, des psychiatres, des médecins généralistes ou encore des diététiciens ou des dermatologues par exemple. On essaye d'avoir des gens qui sont assez proches de la tranche d'âge et qui travaillent beaucoup avec des enfants régulièrement aussi. On renouvelle, notamment parce qu'il y en a plein dont on met la photo et je trouve que c'est important de ne pas avoir des gens qui font trop vieux parce que pour les jeunes, se dire bon ben c'est un grand-père qui me conseille, c'était jamais très rassurant. Oui, je sais, le Dico des filles, effectivement, je pense aussi que s'il s'est arrêté, c'est pas voilà, c'est pas un mystère, c'est un discours qu'ils avaient du mal à apporter après, enfin voilà, avec l'évolution de la société quoi. Et ce, malgré une réédition du dictionnaire chaque année. Ça, c'est le dernier Vive les filles en date. Au bout de quelques années, on s'est dit qu'on avait besoin de réactualiser, en fait, chaque année, cet ouvrage. Chaque année... C'était pas le cas au départ. Non, en fait. c'était pas le cas au départ. Il y a une certaine accélération des choses, avec notamment l'influence des réseaux sociaux. C'est très banal ce que je vous dis, mais c'est vraiment une réalité. Donc, on confie chaque année la lecture de cet ouvrage à une nouvelle lectrice. Voilà, qui nous en fait un rapport hyper détaillé. On a dû adapter les pages sur les écrans. Il y a 20 ans, c'était des pages sur la télé. Attention, les dangers de la télé. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus sur les portables et les réseaux sociaux. On a aussi beaucoup modifié la façon dont on voulait parler aux filles de leurs questions sur l'amour. Il y a 20 ans, les questions et les réponses étaient essentiellement autour de l'amour hétérosexuel. On a modifier l'approche pour que on ait des mots épicènes, des mots qui ne soient pas genrés. Les jeunes filles aujourd'hui ne courent pas après le prince charmant. Selon une étude de l'INED qui a été publiée en avril dernier, le nombre de personnes de moins de 30 ans qui s'identifient aux minorités LGBT a été multiplié par 6 entre 2015 et 2023. Et cette évolution est marquée notamment chez les femmes, puisqu'aujourd'hui, en France, une jeune femme sur 5 ne se considère pas comme hétéro. On a énormément de questions sur je crois que je suis amoureuse de ma meilleure copine, comment faire ? Je crois que j'ai des sentiments pour la fille avec qui je fais de la danse, etc. Du coup, on y répond en fait parce que la norme elle a changé et que du coup leurs questions elles ont changé aussi. Le couple il est plus hétéronormé donc du coup on leur répond de la même façon. C'est une des questions qu'on a le plus souvent en fait. Mais alors concrètement, ça donne quoi ? Et puis peut-être que les garçons ne t'intéressent pas parce que tu te sens plus attiré par les filles. Quel que soit ton choix, ce sera le bon parce que ce sera le tien. À ton âge, c'est normal de préférer les filles, c'est beaucoup plus rassurant. Et si tu finis par découvrir que tu es homosexuel, ne te sens pas coupable, l'homosexualité n'est pas un choix. En revanche, rien ou presque sur les notions d'identité de genre ou de transition de genre. Ce qui s'en rapprocherait le plus, ce serait cette page intitulée « On me traite de garçon manqué » qui explique en gros aux jeunes filles que si elles aiment des activités ou des choses qui sont traditionnellement associées aux garçons, ça ne fait pas d'elles des filles au rabais.
Vive les filles ne parle pas de genre et c'est assumé. Ces questions-là, elles émergent, mais dans la tranche très haute, en fait, des lectrices de Julie. Pour l'instant, on n'a pas considéré qu'il était urgent de l'intégrer dans Vive les filles. On ne va pas non plus au-delà des questions qu'elle se pose. Vive les filles s'est vendu à 28 000 exemplaires en 2024, environ 30 000 en 2025, et les ventes ont notamment décollé à partir de 2021. Sur ce type d'ouvrage, il y a quasiment plus de concurrence. Les ventes ont toujours été en croissance depuis 10 ans. Je ne suis pas remontée plus haut, du fait évidemment de la disparition de la concurrence, vraisemblablement. Mais n'empêche que si les gens se sont détournés du Déco des filles, ils ne se sont pas du tout détournés de Vive les filles, au contraire. Mais la concurrence sur ce type d'ouvrage, je vous l'ai dit, elle existe. La position dominante de Vive les filles, elle peut s'expliquer d'abord par le fait que l'éditeur est dominant sur le documentaire en général. Un documentaire vendu sur 2 est édité par Milan. Mais aussi parce que c'est un guide global qui parle de relations amoureuses et d'écologie en passant par les réseaux sociaux, la gestion des émotions ou encore les résultats scolaires. Et parmi les alternatives, on va trouver surtout des ouvrages plus resserrés sur des sujets spécifiques. Le premier, c'est 10 idées reçues sur la sexualité pour une intimité joyeuse. Il est structuré en 10 idées reçues qui sont déconstruites. Et pour la première fois, parmi tous les livres que j'ai pu lire avant, Dico des filles, tout ça, on parle aussi d'intersexualité. J'ai la nouvelle édition du Guide du zizi sexuel de Titeuf. Ça a été une référence pour beaucoup de jeunes, parce que déjà, c'est une figure très populaire, Titeuf, et que c'est pas catalogué comme féministe ou progressiste. Dans l'ensemble, je trouve que le contenu est pas mal et a beaucoup évolué. C'est un livre qui est accessible à toutes et à tous. Je peux enfin présenter sur les règles spécifiquement, les menstruations, les règles, quelle aventure. De Élise Thiebaud. En fait, l'autrice a d'abord écrit un essai qui s'appelle « Ceci est mon sang ». Et cet ouvrage-là, c'est l'adaptation à un public jeune qui est illustré par Myriam Mal. La meilleure réponse par rapport à un tabou comme celui-là, c'est vraiment l'enquête, le questionnement. Parce que très souvent, les livres pour enfants se posent du côté de « je sais et tu ne sais pas ». Et en fait, moi, je donne des infos, je donne pas des opinions et je donne pas des guides de qu'est-ce que tu dois faire dans la vie. Ce qui est un truc qu'on trouve dans 99% des bouquins pour enfants. Et pour moi, c'était vraiment important. Le caractère de l'interrogation, ça veut dire quelles sont les sources historiques dont on dispose, que nous dit la mythologie, que nous dit la science. Dans les règles Quelle aventure, on ne parle pas que de règles et de protection périodique, on parle aussi d'histoire, de religion, de patriarcat. Il y a des infos qui sont sourcées, qui sont scientifiques, et ça permet d'avoir un certain recul qui manque parfois dans les guides plus classiques, qui agrègent de nombreux sujets, exactement comme Vive les filles. Un exemple, la page sur la différence d'âge dans une relation qui s'appelle « J'aime un garçon plus âgé ». Si tu craques ainsi pour un plus vieux, c'est parce qu'il te paraît certainement moins bête que les garçons de ton âge. C'est normal, vous ne grandissez pas au même rythme. En revanche, il s'agit d'un adulte. Tu cherches sûrement à tester ta toute nouvelle féminité, car lui, c'est aux femmes qu'il s'intéresse, pas aux petites filles. Et puis au fond, tu sais bien que votre histoire est impossible, n'est-ce pas ? Oh là là. Donc là, encore une fois, la responsabilité est mise sur les filles, en l'occurrence une enfant. On ne parle pas du tout de la responsabilité des adultes. Ce serait peut-être aussi intéressant à ce moment-là de parler de consentement, de pédocriminalité, de comportement d'agresseur. On nous dit « tu sens bien que votre histoire est impossible ». En soi, pourquoi est-elle impossible ? Juste parce qu'elle est illégale, déjà. Bref, dans tout ce que je lis et dans tout ce que je remarque, c'est toujours comment toi, en tant que fille qui est confrontée à tout un tas de situations plus ou moins violentes, tu peux améliorer les choses. Tu peux être actrice du changement. Sur l'amour qui peut être dangereux, toxique, etc., pour l'instant, les questions n'émergent pas vraiment parce que c'est encore un âge où on est assez protégé, on n'est pas tout à fait encore dans la relation sexuelle, hein. Mais
on sent quand même là qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger et qu'il va falloir aborder. Parmi les sujets qui doivent encore faire leur entrée dans Vive les filles, Bénédicte Debèze m'a cité la pornographie et la santé mentale qui devraient apparaître dès l'année prochaine. Et si cet ouvrage est le plus visible, il y a autant de livres pour ados et pré-ados qu'il y a de manières de les faire. Et ces manières de faire, cette philosophie dans la fabrication, finalement, est-ce que c'est si important que ça? Je veux dire, est-ce qu'un livre féministe va forcément rendre les jeunes filles féministes? Est-ce qu'un livre conservateur va forcément influencer ses lectrices? Ces livres, on peut les considérer comme un pan d'éducation parmi plein d'autres. L'important, c'est peut-être juste de connaître le ton des livres qu'on fait lire aux jeunes filles.